Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Katia Kraft. Katia Kraft, vous êtes la seule volcanologue femme au monde. À 14 ans, j'ai dit je serai volcanologue, puisqu'à ce moment-là, on étudiait les volcans en classe. Donc nous, ce qui nous intéresse surtout dans notre métier, c'est d'être sur le volcan quand il est en éruption. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise sur un volcan en éruption que dans une ville ou dans une voiture. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie pleine d'aventures de Katia Kraft, qui est une volcanologue née en 1942, qui a passé sa vie à faire le tour du monde pour documenter des éruptions volcaniques. C'est une histoire qui me passionne et j'espère qu'elle vous passionnera aussi. Attention, explosion! Oh là là! Et vu que son nom de famille, c'est Kraft, ça veut dire faire des trucs avec ses mains, je vais vous raconter toute sa vie en faisant du craft. Le jeu de mots était trop beau pour pas le faire, quoi. Catherine Conrad, plus connue sous le nom de Katia Kraft, est née en Alsace. Depuis son enfance, elle a un très fort caractère, elle est ce qu'on appelle un garçon manqué, même si j'ai horreur de cette expression. Et à une période, elle fait même des concours de moto, si bien que ses parents veulent qu'elle s'assagisse et l'envoient faire une partie de ses études dans une école religieuse. Katia, elle est pas du tout là pour s'assagir. À 14 ans, elle découvre le fonctionnement des volcans à l'école et elle décide à ce moment-là d'y dédier sa vie et de devenir volcanologue. Eh bien, j'avais 14 ans, on faisait de la géologie en classe, c'était dans les études secondaires. On a aussi étudié les volcans et à ce moment-là, j'ai dit je serai volcanologue. Comme quoi les cours d'SVT, parfois, ça vaut le coup de les suivre. On découvre des vocations. Moi, je me rappelle en cours de SVT, j'allais changer l'aquarium des phasmes pendant la récréation et ça m'a pas déclenché une vocation comme ça pour les phasmes. Même si à l'époque de Katia, la science c'est que pour les garçons, elle se met à fond dedans et à 18 ans, ses parents acceptent de lui payer un voyage à l'Etna, qui est un des plus hauts volcans actifs d'Europe, en Sicile, avec près de 80 éruptions au cours du XXe siècle. Ensuite, j'ai entraîné mes parents sur des volcans actifs, ce que je voulais absolument voir. Pour Katia, c'est l'occasion d'assister à sa première éruption, et elle le sait pas encore, mais elle en verra plus de 150 autres pendant sa carrière. Après avoir traîné ses parents sur un volcan actif, un peu intense cette famille, mais pourquoi pas, elle suit des études de physique et de chimie à l'université de Strasbourg, et en 1969, à 27 ans, elle est une des premières femmes à obtenir une bourse de la Fondation de la Vocation pour ses travaux en volcanologie. Et grâce à cet argent, elle met au point le premier analyseur de gaz portatif, le chromatographe. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je vous la laisse vous l'expliquer. On a un mélange gazeux qui rentre dans l'appareil et il ressort chaque gaz séparé. Ah, il y a ma lave qui se casse la gueule là, je vais la remettre. Pendant ses études de chimie, elle rencontre un autre étudiant en géologie cette fois-ci qui est lui aussi passionné par les volcans. Cet étudiant, c'est Maurice Kraft qu'elle va épouser en 1970. À 14 ans, j'ai dit je serai volcanologue, puisqu'à ce moment-là, on étudiait les volcans en classe. Et ils se sont dit bon, elle se mariera, elle aura des enfants et puis ça lui passera. Et comme j'ai épousé un volcanologue, ça lui a pas passé du tout. Voilà. C'est très dur, deux volcanologues qui vivent ensemble, parce que c'est très volcanique, donc franchement, ça fait des éruptions très souvent. Et ensemble, ils vont révolutionner la façon d'étudier les volcans, de les comprendre et de comment protéger les populations menacées par les éruptions. Leur passion est telle que leur voyage de noces, c'est même leur première expédition scientifique ensemble, où ils vont étudier les volcans islandais. C'est hyper mignon. Ce sont de rares volcanologues de terrain, c'est-à-dire que eux, ils vont directement étudier les volcans dans les cratères en éruption, plutôt que d'étudier les mouvements des volcans dans des laboratoires protégés par, je sais pas moi, des murs. Ça les intéresse pas du tout. Et tout ce qu'ils ramènent d'images et de prélèvements sont une matière très précieuse pour les chercheurs, parce qu'avant on n'avait quasiment jamais eu de tels prélèvements. Mon rôle à moi, c'est surtout en tant que chimiste d'analyser des gaz volcaniques, c'est-à-dire de prendre des gaz sur le terrain, de les emporter en laboratoire ensuite pour les analyser, ou deuxième méthode, de les analyser directement sur place. Ça c'est donc le premier rôle que j'ai. Le deuxième, c'est de photographier, parce que l'image, aussi bien en film qu'en photo, est très importante pour décrire un phénomène volcanique. Après l'éruption d'un volcan colombien en 1985, qui a fait près de 22 000 morts, ils font de la prévention pour les populations leur priorité. Ils veulent avant tout aider les populations exposées à pouvoir évacuer en cas de danger, et pour ça, ils vont diffuser leurs connaissances dans le monde entier. Ils ont notamment fait un film qui s'appelle Vivre sous la menace des volcans, qui a permis de sauver des milliers de vies, qui a été diffusé à l'UNESCO et qui a été traduit en 7 langues. En gros, ils mènent une grande vie d'exploration aux 4 coins du monde, et dès qu'un volcan se réveille, n'importe où dans le monde, ils sont les premiers à être sur place. Combien de volcans avez-vous observé en 20 ans d'exercice à peu près? Elle, 20 de plus que moi, ça pose un problème dans le couple, tu vois.
C'est bien simple, rien ne semble les arrêter, on les surnomme même les diables des volcans parce qu'ils osent aller là où personne n'est jamais allé, juste pour l'amour de la science. Cette passion pour le voyage, elle aurait sûrement été décuplée s'ils avaient eu l'appli SNCF Connect, qui est le sponsor de cette vidéo. C'est hyper smooth ça comme sponsor. SNCF Connect, c'est une appli qu'on connaît tous qui permet d'acheter tous ses billets de train en France et au départ de la France pour aller dans toute l'Europe. Elle permet de centraliser les billets, les cartes de réduction et même les tickets pour prendre les transports en commun dans la plupart des grandes villes françaises. C'est trop pratique, je m'en sers pour tous mes voyages. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait aller jusqu'à l'Etna en Sicile en train? Moi j'y suis déjà allée et c'était absolument incroyable. Le train est monté sur un bateau pour train. Franchement, je savais pas que ça existait, c'était un des meilleurs voyages de ma vie. Regardez-moi bien, des trains sur un bateau. Ça, c'est notre train, ça. Je suis ébahie de ce qui se passe. J'avais jamais fait ça de ma vie. Si vous voulez voir cette vidéo, le lien est dans ma bio. Donc voilà, si vous aussi vous prenez de passion pour les volcans, que vous voulez emmener vos parents dans un cratère actif, eh bien c'est possible en train grâce à SNCF Connect. Revenons à Katia et Maurice Kraft. Eux, leur deuxième passion, c'est les caméras, et parce qu'ils ne font pas les choses à moitié, en 25 ans de carrière, Katia et Maurice Kraft constituent la plus grande source d'images sur les volcans au monde. Il est pas magnifique ce Super 8? En tout, plus de 300 000 photos et 300 heures de film. Il en faut des disques durs pour stocker tout ça, hein. Surtout qu'à l'époque, c'est vraiment des péloches, donc ça prend une place monstre. Ce qui est extraordinaire à voir, c'est la quantité et la qualité des images qu'ils ramènent. Ils documentent absolument tout, donc non seulement c'est la première fois qu'on voit des images de volcans comme ça, et ça fait grandement avancer la science, et en plus, ils documentent aussi leur vie. Ils filment pas que la beauté et la puissance des volcans, ils filment aussi eux sur les volcans. Eux qui montent leur tente, eux qui essaient des casques de volcanologues, eux qui se font des vannes. D'abord, on met la tente, mais le sol est chaud. Donc dans les fissures, on voit du rouge, c'est en fusion. Les nappes de gaz, vous mangez la tente, vous mangez aussi un peu les poumons. La tente se retrouve en lambeaux très vite. Ça tremble en permanence. On a l'impression de dormir sur le dos d'un gigantesque dragon qui bouge. C'est quelque chose de tout à fait grisant. Et le soir, au lieu d'aller voir un vulgaire coucher de soleil, eh bien nous, on va voir la lave qui clapote. On a l'impression d'assister à la genèse, quoi, de voir le début du monde se faire. Ils ont déjà à l'époque cette façon de documenter leur vie qu'on voit aujourd'hui beaucoup sur YouTube. Sauf que dans les années 80, le vlog, ça n'existe pas, hein. Eux, ils vloguent dans des cratères, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, ça ferait des vidéos extraordinaires, j'imagine les miniatures. Ce qui est très novateur pour l'époque, c'est qu'ils parlent à la caméra à la première personne, ils filment leurs rires, leurs potes, ils filment même leurs idées folles. Comme par exemple quand ils ont voulu voguer dans un canoë-kayak sur un lac d'acide sulfurique. Alors ça, c'est des géologues complètement inconscients de notre équipe qui étaient allés naviguer sur le lac d'acide sulfurique. Absolument incroyable. Et chlorhydrique concentré. Alors le canot, lui, est en caoutchouc plastifié. Bref, c'est une œuvre globale absolument fascinante et en plus, ils filment aussi leur amour, genre leur couple est documenté. Et ça, c'est vraiment trop beau à voir. Ils aiment les volcans presque autant qu'ils s'aiment eux. Et ça, c'est hyper mignon. Je crois qu'ils aiment plus les volcans d'ailleurs qu'eux-mêmes, mais bon. Bah, l'autre jour, justement, il se précipite sur un cône qui était actif. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé dans un trou. Et elle m'a poussé dedans. Et je le voyais, il était pris jusque là, dans ce trou. Puis il disait c'est chaud, c'est chaud. Il y a deux films particulièrement incroyables qui ont été faits à partir de leurs archives et qui racontent un peu leur vie, que je vous recommande grandement et dont je vais vous parler maintenant. Le premier film, c'est Fire of Love, probablement un de mes films préférés, qui a été réalisé par Sarah Doza et qui a été nommé aux Oscars. En gros, la réalisatrice, elle a pris toutes leurs archives, donc les 300 heures, et elle a fait un storytelling magnifique de leur histoire d'amour au milieu des volcans. Le focus, c'est vraiment leur amour au milieu de tout ça, et c'est beau, c'est doux. Je le regarde régulièrement, rien que pour voir à quel point les images sont belles, enfin j'adore. Et le deuxième film, c'est Au cœur des volcans, un requiem pour Katia et Maurice Kraft, réalisé par, je regarde mes notes parce que je sais pas le dire, Werner Herzog. J'espère que je le dis bien. Werner Herzog. Et là, ce qui est trop intéressant, c'est que c'est les mêmes images, mais avec un point de vue complètement différent. Déjà, c'est dans le titre, mais c'est un requiem, donc c'est de la grosse musique classique, genre la BO du film est extraordinaire, c'est hyper bossé, c'est du gros orchestre avec des cuivres et le montage du film est beaucoup plus brut, c'est des images plus de la vie quotidienne qui sont moins montées. Et moi, j'adore ce genre d'image parce que ça montre vraiment les coulisses de la vie, et ça c'est hyper intéressant parce que tu te dis les deux là ils vont dans les cratères de volcans, mais c'est quoi leur life au milieu de tout ça quoi. Donc en fait ces films se complètent très bien, je vous les recommande, ils sont extraordinaires. Dans tout ça, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la place de Katia. J'avais envie de vous parler de leur histoire et de ces films parce que je trouve ça absolument génial et moi c'est une grande source d'inspiration pour moi, mais dans cette vidéo j'ai envie de mettre la lumière sur autre chose. Quand j'ai voulu réaliser
réalisé cette vidéo, je me suis dit c'est quand même dommage de l'inclure dans cette série sur les exploratrices, parce que Katia Kraft, elle a été très liée à son mari Maurice Kraft. Parce que moi, mon but avec cette série, c'est de mettre en avant des femmes qui ont révolutionné l'aventure. Et en fait, justement, je trouve que c'est là que l'histoire de Katia et Maurice est hyper intéressante. Et pour vous expliquer ça, je ne peux pas ne pas vous parler de ce livre que j'ai lu récemment. Il a été écrit par Lucie Azéma et elle y parle de la place des femmes dans les récits et les imaginaires de voyage de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ce que j'ai appris, c'est que jusqu'à très récemment, la place des femmes dans le voyage était très limitée. Je l'ai pas vraiment appris, on le sait, mais ce qui est intéressant dans le bouquin de Lucie, c'est qu'elle montre vraiment, à travers beaucoup d'exemples, à quel point c'était une volonté d'interdire le voyage aux femmes et d'invisibiliser les récits féminins au cours de l'histoire. Au départ, dans les récits anciens, les femmes sont interdites de voyage. Elles ne bougeaient jamais de la maison. Dans les récits anciens, quand l'homme part, la femme attend son retour. Puis quand les femmes ont commencé à prendre part au voyage, leurs récits ont été complètement invisibilisés. On connaît Jules Verne, on connaît Sylvain Tesson, on connaît Jacques Kerouac, on connaît très peu Annie Londonderry, la première femme à faire le tour du monde en vélo, Jeanne Barret, la première femme à avoir fait le tour du monde tout court en 1766, ou Nelly Bly par exemple. La première femme grand reporter. Pourtant, ces femmes ont accompli des exploits grandioses. La vision du monde et du voyage a été exclusivement masculine pendant très longtemps, avec des femmes hyper sexualisées, soit à cause de leur ethnie, soit parce que simplement les explorateurs étalent leurs exploits sexuels aux quatre coins du monde. Et le peu de femmes voyageuses dont on a les récits ont été obligées de s'habiller en hommes pour pouvoir vaquer à leurs occupations et à leurs mouvements librement. Je pense notamment à l'histoire de Alexandra David-Néel, qui est la première femme à être entrée au Népal et qui a dû, pendant tout son trajet, c'est-à-dire que c'était très long à l'époque parce qu'il n'y avait pas de direct Paris-Katmandou, quoi, se faire passer pour un homme. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que la position de Katia Kraft, elle révolutionne tout ça. Dans toutes les archives et dans tout ce qu'on a d'eux, elle a toujours été l'égale de son mari et de tous les hommes scientifiques avec qui elle voyage. Et à part pour Pierre et Marie Curie, je pense pas que c'est quelque chose qu'on avait déjà vu à l'époque. La femme n'est pas une simple accompagnatrice ou un objet sexuel, mais bien un personnage principal et crucial de l'histoire. Sa position est encore plus forte en tant que scientifique parce que ses travaux auraient pu être complètement invisibilisés ou volés, comme on a pu le voir à de nombreuses reprises dans l'histoire. Je vous cite la page 30 de ce bouquin que je trouve particulièrement pertinente. L'un des arguments principaux pour dissuader les femmes de partir repose sur une dangerosité supposée plus élevée pour elles. Ça passe par un découragement systématique. Pour moi, Katia Kraft, c'est une grande source d'inspiration parce qu'elle fout des énormes coups de pied dans toutes ses conventions. Katia Kraft, c'est une femme libre qui a vécu sa vie sans se soucier des conventions et qui inspire encore 30 ans après sa mort. Et on dit toujours, c'est une boutade, mais l'endroit le plus dangereux du monde, vous le connaissez, c'est le lit, puisque 85% des gens y meurent. Ah bon? Donc conclusion, ne vous couchez plus jamais et allez sur un volcan. Et le second, c'est... Leur histoire s'arrête brutalement en 1991 quand le mont Uzen, un volcan japonais, entre en éruption. Évidemment, ils sont les premiers sur les lieux pour documenter cette éruption et ils se font malheureusement emporter par les coulées pyroclastiques du volcan, c'est-à-dire que c'est des espèces de gros nuages de très grosse chaleur et de trucs toxiques qui émergent du volcan. Et cette éruption tue aussi 37 personnes avec eux. Ils ont aussi documenté toute cette journée, ce qui est hyper puissant à voir, notamment dans les deux films que je vous ai cités précédemment, parce qu'ils ont documenté tout le jour de leur mort, quoi. C'est un peu intense. Ils laissent derrière eux une œuvre et un travail scientifique considérable qui continue d'inspirer encore aujourd'hui, 30 ans plus tard. Pour finir cette vidéo, je vais vous lire la dernière phrase de ce livre, pardon pour le spoil, mais je la trouve vraiment trop puissante. Voyager pour une femme, c'est une mise à feu de toutes les interdictions, de toutes les injonctions. C'est dire « je veux aller là-bas » et vouloir me suffit. Personne ne m'en empêchera. La liberté ne se demande pas poliment, elle se prend. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que l'histoire de cette exploratrice vous aura plu. Merci à SNCF Connect de me soutenir dans cette aventure et de me permettre de voyager partout, ça c'est super. N'hésitez pas comme Katia Kraft à foncer dans vos passions, même si tout vous dit que ça n'est pas pour vous. Parce qu'un jour vous ferez quoi? Vous serez dans un cratère de volcan, et ça, c'est hyper stylé. Moi je vous retrouve pour les prochaines vidéos, d'ici là, n'hésitez pas à être libre. Et bisous. Est-ce qu'il y a un rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Ah oui, plein, parce qu'il y a plein d'éruptions qu'on n'a pas encore vues.